Merci beaucoup à l'association GPMA, à l'Institut français des seniors et à Generali pour me proposer de partager avec vous un savoir, une expertise qui effectivement est un peu inhabituelle en France. Elle est peut-être plus habituelle dans les pays nordiques, qui sont plus ancrés dans une démarche de prévention et une démarche de prévention très tôt dans la vie. Donc il y a plusieurs messages que je vais essayer de vous faire passer. Il y en a un qui est déjà passé, c'est que l'entrée dans la dépendance ou la dépendance, c'est pas une fatalité. On a l'impression que les personnes qui rentrent en EHPAD ou qui rentrent dans la dépendance chez eux, c'est de la faute à personne, c'est un peu la roulette russe, ça nous tombe dessus ou pas. Et en fait, quand on reprend toute l'histoire de vie, toute l'histoire de santé, quand on reprend tous les antécédents de ces personnes qui rentrent dans la dépendance, en EHPAD ou à la maison, en fait, on arrive à lister un certain nombre de comportements et de maladies qui étaient évitables. Si c'est un AVC, si on remonte à pourquoi il y a eu un AVC, ça peut être du tabagisme. Ça peut être une sédentarité avec une nutrition pas adaptée et un diabète qui va donner un risque d'AVC, diabète qui va donner une hypertension artérielle avec risque d'AVC. Voilà, on peut comme ça reprendre toute l'histoire de vie des patients qui rentrent en EHPAD, on peut reprendre toute l'histoire de vie des patients qui rentrent dans les services de gériatrie. Et en fait, parfois, c'est un peu déprimant de se dire, mais comment ça se fait que ces personnes sont, je ne vais pas dire aller dans le mur, mais aller dans la dépendance, alors que potentiellement, c'était évitable. Donc vous verrez après qu'il y a des pathologies qu'on ne peut pas éviter parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, parce qu'on ne connaît pas les comportements qui les induisent, s'il y en a, mais ça c'est une autre histoire. Alors comme le disait Hervé, j'aime pas beaucoup le titre gériatre. Alors je suis gériatre, mais en fait la prévention d'entrée dans la dépendance n'a pas d'âge. C'est-à-dire que je vais vous montrer qu'on commence à vieillir très tôt dans la vie. Et donc, nous, notre objectif, c'est de sensibiliser les personnes qui avancent en âge. Alors, aller embêter de quelqu'un à 20 ans, qui a 20 ans sur son futur vieillissement, je ne suis pas sûr qu'on soit écouté, mais peu importe, nous on y va, on donne l'information, mais on pense qu'il y a vraiment un moment dans la vie où ça commence à être crucial, c'est à partir de 45 ans. C'est vraiment là où il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être rectifiées pour aller dans le bon sens du vieillissement, mais l'autre message, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en place des actions de prévention. Donc ça, c'est toutes mes tutelles. Donc vous imaginez le nombre de dossiers administratifs qu'il faut remplir régulièrement. Mais bon, c'est la règle du jeu. Alors, comment on vieillit? Pourquoi on vieillit? Il y a globalement 3 facteurs qui ont été identifiés à ce jour. Sur la gauche, les facteurs génétiques. Donc c'est notre génome que l'on a à 50% de son papa et 50% de sa maman. Celui-là, il représente à peu près 20% de notre vieillissement. On s'est rendu compte que, ça c'est assez récent, que en fait le génome que l'on reçoit, c'est un peu comme du papier à musique. C'est comme si on avait un papier à musique de papa et un papier à musique de maman qui arrive et puis roule, on y va avec son génome. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le papier à musique, il y a des trous. On s'est rendu compte qu'en plus de l'aspect génétique, il peut y avoir ce qu'on appelle des modifications épigénétique, c'est-à-dire avec notre comportement, si on fume, si on est sédentaire, si on boit, si on mange mal, ce qui fait que les trous vont être plus ou moins gros, et en fait on hérite certes du capital de ses parents, mais aussi de ce qu'ils ont fait. Et donc vous voyez qu'on peut déjà, au moment de la procréation, en plus du capital génétique, avoir une influence autre que simplement le génome. Donc ça, retenez à peu près que c'est 20%. À ce jour, il n'y a aucun gène de longévité qui a été identifié. Il y en a qui ont été identifiés sur si on a ce gène-là, quand on a une insuffisance cardiaque, a priori, si on titille ce gène, on arriverait à mieux contrôler l'insuffisance cardiaque. Mais là, on est vraiment, vous voyez, dans un domaine très spécifique. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul gène qui a été identifié en disant si on le surexprime, on augmente la longévité. En tout cas, pas chez l'homme. En revanche, ce qui a été démontré, c'est des gènes qui réduisent l'espérance de vie. Il y a le gène, par exemple, BRCA, qui veut dire Breast Cancer, cancer du sein. Quand on a ce gène, on a un risque très augmenté de faire un cancer du sein. Vous connaissez Angelina Jolie, elle s'est fait faire une mastectomie bilatérale parce qu'elle est porteuse de ce gène et elle était à haut risque de faire un cancer du sein. Donc elle ne fera jamais de cancer du sein. Le risque, c'est qu'elle transmette à sa descendance ce gène à ses filles.
Mais bon, ça c'est pareil, il y aura des analyses génétiques qui le feront. Après, donc vous imaginez, quand on a ce gène, effectivement, ça réduit la longévité et l'espérance de vie, puisque vous risquez de faire un cancer du sein bien plus élevé que la population générale. Il y a un autre gène qui a été identifié, qui lui fait un peu plus peur, c'est le gène ApoE4. C'est un gène de prédisposition de la maladie d'Alzheimer. Si vous avez ce gène, vous avez un risque bien plus élevé de faire la maladie d'Alzheimer. Et là, vous avez compris, on ne coupe pas la tête. Donc aujourd'hui, il y a toute une démarche éthique sur faut-il dépister la population dans lesquelles il y a une ambiance familiale de maladie d'Alzheimer, on ne le sait pas. En tout cas, pour la gauche, c'est 20% notre espérance de vie et longévité qui est d'origine génétique. Sur la droite, c'est les maladies non évitables. D'accord ? Donc là, celle-là, elle nous tombe dessus. On ne sait pas très bien d'où elles viennent, on ne connaît pas les facteurs de risque. Sur le plan comportemental, c'est pareil, on ne peut pas s'adapter parce que ça nous tombe dessus. Je vais prendre par exemple la maladie de Crohn, qui survient chez l'adulte jeune. Aujourd'hui, on arrive à diagnostiquer la maladie de Crohn, on arrive à la prendre en soin, mais la prévenir, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas d'où elle arrive. Et au milieu, vous avez les maladies, je vais dire, c'est celles-là qui sont celles sur lesquelles on peut avoir une influence, celles sur lesquelles on peut décider de bien vieillir ou de vieillir bien en allant vers une démarche de vieillissement actif pour un vieillissement réussi et un vieillissement qui peut démarrer très tôt dans la vie. Et donc là, on a les facteurs comportementaux. Je bois, je fume, je parle à personne, je suis sédentaire, je mange mal. Enfin voilà, vous avez compris toutes les conséquences que ça peut avoir à 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et puis il y a l'environnement. L'environnement, ça peut être le stress au travail, le stress familial, ça peut être la pollution atmosphérique. Mais il y a quand même tous ces facteurs sur lesquels on peut jouer à titre personnel. On peut les modifier et les contrôler à titre personnel ou à titre sociétal. Vous savez qu'à Lille, on est une zone extrêmement polluée. Donc pour l'environnement, c'est un peu difficile. Mais bon, aujourd'hui, on sait que c'est très pollué. On ne s'est pas encore vraiment adapté. Alors, je vais prendre un exemple ici. C'est tous les ans, à Twinsburg, dans l'Ohio, aux États-Unis, il y a un festival des jumeaux. Et donc, cette année-là, en 2013, donc ça quand même 10 ans, pardon, ils ont identifié, en fait, la question, c'était est-ce que des jumeaux qui fument, un qui fume pas, est-ce qu'ils ont l'air plus vieux de l'extérieur? Et donc, vous voyez ici, vous avez donc deux jumeaux. Hop, celui-là, il a fumé 14 ans de plus que son jumeau à gauche. Et là, c'est deux jumelles, ce sont des vrais jumeaux et jumelles. Et elle fume depuis 29 ans, elle l'a jamais fumé. Alors, on voit, mais c'est pas flagrant, qu'il y a quand même un vieillissement. Enfin, il a l'air un peu plus vieux que son frère. Et elle, c'est pareil, elle est un peu plus pochée, elle est moins joufflue. On voit que ceux du centre font un peu plus vieux. Par le facteur comportemental tabac, qui était évitable puisque les deux autres l'ont évité. Donc là, je veux dire, on s'en fout, c'est un vieillissement qui se voit, c'est pas bien grave. Mais imaginez à l'intérieur de leur corps le risque de faire une conséquence vasculaire à cause du tabac, à savoir infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, et tout ça, ça va faire entrer dans la dépendance, à la maison ou peut-être en EHPAD. Et imaginez le risque de faire une pathologie cancéreuse des voies aériennes et digestif supérieur, ce risque il est multiplié par au moins 10. Donc vous voyez que par une décision, je décide de ne pas fumer, je vais avoir l'air plus jeune, and so what, okay, mais surtout je vais éviter de mettre toutes les chances de mon côté de mal vieillir sur le plan cancer et sur le plan vasculaire. Donc aujourd'hui, on ne sait pas en revanche quel est le pourcentage, à eux deux ils font 80%, puisque ici c'est 20%. Alors ça, c'est la longévité maximale de l'espèce humaine. C'est toujours notre Jeanne Calment national qui a ce record mondial avec 122 ans, 5 mois et 14 jours. Vous voyez qu'au moment de l'Égypte ancienne, on ne vivait pas très vieux. Ramsès a été un bug puisqu'il a fait 91 ans alors que la moyenne c'était plutôt 30 voire moins d'espérance de vie. Et donc là vous voyez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une envolée importante et cette diapo elle a une quinzaine d'années, je la garde, je l'aime bien parce qu'il y avait des petits points et on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. Et aujourd'hui c'est non, d'accord ? Quoi que vous fassiez, donc là je vais vous décevoir, quoi que vous fassiez, vous n'irez pas plus loin que 120 ans.
faut-il aller à 120 ans? C'est une autre question. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études biologiques, épidémiologiques, statistiques, démographiques qui ont démontré que quoi qu'on fasse, si on se mettait tous à la naissance dans un globe où il n'y a pas de pollution, où il n'y a pas de tabac, où les comportements sont complètement adaptés, où on mange tout comme il faut, on fait de l'activité tout comme il faut, on fait du sommeil tout comme il faut, ça s'arrête à 120 ans. D'accord ? Il y en a même qui disent que Jeanne Calment aurait été un bug, et c'est vrai que depuis Jeanne Calment, il n'y a personne vraiment qui est allé à cet âge-là. Ceux qui sont en dessous, c'est en général du 117, 118, mais il n'y a quasiment personne qui titille les 122 ans de Jeanne Calment. Donc ça, c'est un message important. Alors après, on va peut-être un jour trouver un gène de la longévité et puis on le boostera par des différentes techniques. Il y a des médicaments aujourd'hui qui se mettent sur le marché qu'on appelle les sénolytiques, qui tuent en fait les cellules sénescentes, les cellules qui sont en train de vieillir et qui embêtent toutes les cellules jeunes à côté, mais on n'y est pas. Et actuellement, ces propositions de traitement sénolytique, c'est en lien avec les chimiothérapies qui, elles, peuvent parfois accélérer le vieillissement. Donc en tout cas, voilà, si on ne joue pas avec les médicaments anti-vieillissement et si on ne joue pas avec les thérapies géniques, on s'arrête à 120 ans. Là, c'est l'espérance de vie dans le monde. Donc là, on est super content parce que plus c'est bleu marine, plus c'est important. On est à peu près à plus de 80 ans d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. On ne va pas faire de différence au niveau mondial. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, et puis pas mal des pays qui nous entourent. On voit qu'en Europe, on est quand même très bon, surtout les pays qui sont au-dessus de nous. Donc là, on est content, on est dans le top 10. En France, on est à 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Ça ne monte plus quasiment. Il y a quelques années, il y a encore 10 ans, on gagnait 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. C'était énorme, 1 an tous les 4 ans. Là, ça ne monte plus. Ce qui se passe, c'est que les femmes restent stables, les hommes tendent à remonter un petit peu et l'écart homme-femme tend à se diminuer. Mais globalement, c'est les chiffres qu'il faut retenir. Donc en France, on vieillit longtemps, on est dans le top 10, mais qu'est-ce que c'est long ? Alors quand je dis qu'est-ce que c'est long, c'est-à-dire que l'espérance de vie sans incapacité, parfois appelée l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Donc vous voyez que là, il n'y a plus de différence homme-femme, mais surtout, il y a 20 ans de différence quasiment. Donc en France, on vieillit longtemps, top 10, mais dans ce top 10, on est les derniers, on est les plus mauvais. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prévention. Alors, ce n'est pas de la prévention chez le sujet âgé, c'est de la prévention tout au long de la vie. J'en reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est la pyramide des âges. Donc, vous voyez, tout ce qui est grisé, en fait, c'est du 2020. Donc, vous avez les hommes à gauche, vous avez les femmes à droite. Donc, on a une pyramide des âges tout à fait exceptionnelle dans le monde, un petit peu les Allemands et un petit peu les Anglais, parce qu'on a eu cette Première Guerre mondiale, mais là, c'est terminé. Arrive maintenant la Deuxième Guerre mondiale, et puis vous avez tous connu le baby boom, le papy boom, et maintenant arrive le super papy boom. Mais je vous ai montré les chiffres d'espérance de vie en bonne santé, on est mauvais. Donc le super papy boom sera-t-il vraiment super ? L'espérance de vie en bonne santé en France, elle est à 65 ans. Si vous allez en Suède, c'est 75 ans. C'est-à-dire qu'un pays qui n'est pas très loin de chez nous offre à sa population générale 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Vous voyez qu'on a reculé l'âge de la retraite, on aimerait bien avoir 10 ans de plus en bonne santé que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que vous avez vu, 64-65 ans, ça veut dire qu'on passe à la retraite et rapidement, ça peut être une retraite pas forcément très très sympa. Et donc, ce qui arrive avec notre pyramide des âges extrêmement originale, c'est que vous avez donc tout ce qui est en gris, c'est les chiffres 2020, et le trait noir, c'est ce qui arrive, c'est la projection 2070. Donc, comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle un tsunami de personnes âgées. Et vous avez vu comment on vieillit pas bien en France. Donc, c'est un tsunami de personnes âgées potentiellement en vieillissement pas réussi qui est en train d'arriver. Ils vont arriver où ? Est-ce qu'il y a de la place dans les EHPAD ? Non. Est-ce qu'il y a de la place dans les services de gériatrie ? Non. Est-ce qu'il y a de la place dans les services d'urgence ? Non. Alors, il y a 2 moyens. C'est la dépendance qu'on mettra à la maison, mais il faut la financer. Et puis, quelle qualité de vie d'entrer dans la dépendance ? Et l'autre moyen, c'est de faire une démarche de prévention collective pour essayer de tout faire pour ne jamais entrer dans la dépendance et pouvoir repérer le plus tôt possible les petits signes précurseurs ou annonciateurs d'une dépendance à 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et aujourd'hui, on sait les repérer.
Alors, encore une mauvaise nouvelle, après je vais vous en donner des bonnes. Hein. Ça, c'est la France, et là, c'est l'inverse. Plus c'est rouge, moins c'est bon. D'accord? Donc, vous voyez 90, hein, c'est les alcooliques du Nord et de la Bretagne. Et puis là, on se démarque parce qu'en plus, on est consanguin, pédophile et ainsi de suite. D'accord? Et donc, vous voyez que... non, je plaisante, hein, c'était... toute une histoire il y a quelques années. Et donc, en tout cas, vous voyez que s'il y a un endroit en France où il y a le paquet à mettre sur l'augmentation de l'espérance de vie, de la prévention pour aller le plus loin possible en bonne santé et pour augmenter l'espérance de vie globale, c'est bien dans les Hauts-de-France. Alors, il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on ne connaît pas forcément très bien en termes d'éducation en santé. C'est que quand on parle de vieillissement, tout le monde a le réflexe, la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, effectivement, c'est un gros souci en France. On n'a toujours pas de traitement spécifique, mais en revanche, une fois qu'elle est diagnostiquée, il ne faut pas dire qu'on ne sait rien faire. J'en parlerai après, on sait faire, on sait ralentir l'aggravation des troubles de la mémoire. Mais je pense que la maladie d'Alzheimer et les troubles de la mémoire qui font peur en termes d'entrée dans la dépendance ont mangé le handicap physique, hein, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de perdre la tête qu'on oublie qu'on peut perdre ses jambes. Et aujourd'hui, la première cause d'entrée dans la dépendance, hein, en EHPAD notamment, c'est la chute. Et la chute, c'est quelque chose qui se prévient, c'est quelque chose qui peut être le risque de chute identifié très très tôt dans la vie. Je vais vous montrer les tests que l'on peut faire. Il y a un test, c'est celui-là. Donc, je vais vous en parler. Et donc, on est passé à côté de l'importance du vieillissement physique parce qu'on a beaucoup misé sur le vieillissement cognitif. Alors, pourquoi on chute? Il y a X raisons de chuter, mais pourquoi on chute mal et pourquoi on n'arrive pas à forcément se rattraper? Et pourquoi ça casse, hein, notamment, alors les jeunes, ils se font le fracture qu'on appelle du poignet, le poutre-col, et quand on est plus âgé, on tombe sur le côté, on se fait le col du fémur, ou on tombe sur ses fesses et on se fait un tassement ou une fracture vertébrale. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'on connaît très bien ici l'os normal, c'est une éponge bien ferme, dure parce que c'est de l'os. Et puis il y a une maladie que l'on connaît également qui s'appelle l'ostéoporose. Mais ça, c'est une maladie et elle se traite par un traitement spécifique qu'on appelle les biphosphonates. Et entre deux, il y a un état qui n'est pas connu, qui s'appelle l'ostéopénie. Et cet état, en fait, on n'est pas dans la maladie. Cet état, c'est une espèce de fragilité osseuse. Et si et seulement si elle est repérée, à ce moment-là, c'est réversible avec simplement une alimentation enrichie en calcium et en vitamine D, et puis une activité physique. Parce que pour avoir un os qui reste dur, il faut qu'il y ait des à-coups pour que ça stimule l'os. Quand on va dans l'espace, Thomas Pesquet, quand il était dans l'espace, vous avez vu, il fait de l'activité physique, c'est pour ses muscles et ses os, parce que sinon, quand il atterrit 6 mois après, il ne sait plus se tenir avec ses muscles et ses os se casseraient comme du cristal. Et donc, voilà, ça, c'est un enjeu, je pense, pour moi, d'aller repérer cet état, hein, avant celui-là, cet état, parce qu'il est facilement réversible. Cet état, l'ostéoporose, aujourd'hui, l'examen de référence, ça s'appelle une densitométrie osseuse. Alors, soit votre médecin traitant a pensé à vous demander cet examen parce que vous avez des facteurs de risque, soit souvent, on attend quoi? On attend la fracture pour aller demander cet examen qu'on appelle la densitométrie osseuse. En résumé, on ne recherche pas l'ostéopénie, donc la fragilité réversible, on attend la fracture à gauche pour se demander si ça peut arriver à droite. Donc là aussi, c'est un non-sens, il n'y a pas de prévention vraiment de démarche en santé publique sur cet état. Alors, je vous ai parlé de l'os, donc vous imaginez que l'os qui était le plus à droite, si ça tombe, ça casse. Et pareil pour le muscle. Alors, je ne suis pas anthropophage. Vous voyez ici, c'est une coupe de cuisse de jeune homme en IRM. Et là, c'est de la viande. C'est une belle tranche de gigot avec une bonne viande. Et puis là, c'est un monsieur de 66 ans qui fait 3141 pas par jour. Donc, pour ceux qui mangent de la viande, moi, je prends la viande de gauche. Je ne prends pas la viande de droite. Et en fait, c'est comme la dépendance, ce vieillissement musculaire, ce n'est pas une fatalité, parce que là, vous avez un monsieur qui a le même âge, mais qui, lui, fait 12 445 pas par jour. La marche, c'est facile, c'est gratuit, quasiment tout le monde sait faire quand c'est pas trop tard. On peut le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et quasiment n'importe où.
Donc marcher, 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 et l'activité physique, c'est la locomotive du bien vieillir, c'est le point central du bien vieillir. La marche, l'activité physique, ça embarque tout le reste. Alors, on va quand même faire un petit passage sur le cerveau et sur la cognition. Là, vous voyez, c'est le cortex latéral préfrontal, donc ça se situe ici. Et là, on analyse le volume dans une population normale. Hein. Il n'y a pas de pathologie neurologique ou neurodégénérative, il n'y a pas de maladie d'Alzheimer, il n'y a pas eu de trauma crânien, il n'y a pas eu d'AVC. Et vous voyez qu'à partir de quel âge le cortex latéral préfrontal commence à diminuer? C'est à 20 ans. Au niveau des hippocampes, les hippocampes, c'est des petits noyaux qu'on a au centre du cerveau. Ce sont ces noyaux-là qui sont abîmés au cours de la maladie d'Alzheimer et qui se ratatinent. Et là, vous voyez qu'à partir de la quarantaine, dans une population normale, ça commence à diminuer. Donc là, c'est pareil. Aujourd'hui, ces valeurs, elles sont comme ça. Est-ce que si on fait marcher les cerveaux d'une population générale beaucoup plus qu'aujourd'hui dans la personne qui avance en âge, peut-être que ça va diminuer moins. Un exemple, les Chinois, vous connaissez la politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, c'est panique à bord en Chine parce qu'un enfant pour 2 parents. Qui va gérer la dépendance des 2 parents s'il y a des maladies d'Alzheimer? Et donc, les Chinois sont allés voir les pays avancés en recherche sur la maladie d'Alzheimer, notamment la France. Et la réponse de tous les pays a été « faites travailler les cerveaux de vos personnes qui avancent en âge ». Parce que quand on fait travailler un cerveau, on arrive à ralentir le déclin, qu'on appelle le déclin cognitif. Il n'est jamais trop tard pour faire marcher son cerveau. Alors, justement, c'est ce que je viens de vous dire. Là, vous voyez cette petite dame, elle a l'air... peut-être dans un EHPAD, peut-être chez elle. On voit qu'elle est dénutrie, hein, elle est creusée au niveau des joues. Il n'y a plus beaucoup de muscles sur ses mains. Et puis elle regarde rien. On ne sait pas si elle est fortement déprimée. On ne sait pas si elle est démente. En tout cas, on n'a pas l'impression que son cerveau soit en grande comment on va dire, stimulation et que son cerveau sorte de sa zone de confort. C'est pareil, hein, si vous voulez protéger votre cerveau, c'est le faire marcher et sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire si vous faites très bien tous les jours quelque chose que vous faites depuis des années, et ben en fait, vous ne stimulez pas votre cerveau, même si c'est hyper compliqué. Je me souviens d'une dame en consultation qui avait fait des tests de mémoire et les tests n'étaient pas bons. Et après les tests, elle m'explique qu'elle fait du crochet et que c'est la reine du crochet dans son arrondissement, que c'est super compliqué, qu'il y a des gens qui sont venus voir comment elle faisait son crochet, qu'elle en faisait encore, qu'elle gagnait des concours de crochet et ainsi de suite. Et puis elle me dit, mais vous voyez, mon cerveau va très bien. Et en fait, je lui dis, mais depuis quand vous faites ce crochet? Ah, ben, j'ai appris ça de ma grand-mère. Donc en fait, elle avait toujours fait des trucs hyper compliqués en crochet, mais là, elle ne sortait plus de sa zone de confort et sa mémoire était en train de décliner. Et en fait, elle ne stimulait plus son cerveau, elle faisait ce qu'elle savait faire. Donc il faut sortir de sa zone de confort. Et donc ça peut être imagé ici, comme vous voyez. C'est un article, un des premiers articles qui a démontré il y a une dizaine d'années, que plus vous avez une activité cérébrale importante chez la personne âgée, plus ça va avoir un effet sur la mémoire. Donc, peu importe votre âge, faites marcher votre cerveau. Si vous avez des calculs à faire, plutôt que de prendre la calculette, bah, faites-les par raisonnement. Faites des jeux, des tests. Quand vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un, bah, forcez-vous. Interagir avec sa famille, ça ne fait pas sortir de sa zone de confort. Hein. Il faut interagir avec des gens, notamment avec lesquels on n'a pas l'habitude d'interagir. Donc, il faut aller vers l'autre pour se faire un peu titiller pour sortir de sa zone de confort cérébrale. Alors, des choses plus récentes, c'est qu'on s'est rendu compte que mal entendre accélère le vieillissement du cerveau et de la mémoire. C'est comme mal voir. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur 11 ans. Vous avez un groupe de patients noirs qui a une audition normale, un groupe de patients qui a une perte auditive, et on regarde le score global de mémoire. Et en fait, vous voyez qu'après 11 ans de suivi, ceux qui avaient une perte auditive ont un score de mémoire plus bas, et croyez-moi sur parole, quand il y a cette valeur-là, ça veut dire que c'est hautement significatif. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un appareil auditif qui ne le met pas, ou quelqu'un qui a une perte auditive et qui ne doit pas être appareillé, ben, il faut lui dire vous êtes en train d'accélérer votre vieillissement cérébral. Donc nous, quand on dépiste quelqu'un qui a un trouble de l'audition, on lui dit il faut vous faire appareiller, mais c'est pas pour bien entendre, on s'en fout de bien entendre, c'est pour protéger votre cerveau, c'est pour bien entendre
et protéger votre cerveau d'un vieillissement accéléré. C'est exactement pareil pour la vue. Alors, il y a quelque chose auquel on est également passé à côté, c'est le sommeil. D'accord ? Le sommeil, alors ça c'est une étude, c'est hyper compliqué à comprendre, mais je vais juste vous montrer, ça ce sont toutes des études différentes. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. En fait, une méta-analyse analyse toute une série de publications. Et ces publications ont toutes posé la même question, existe-t-il un lien entre troubles du sommeil et déclin cognitif ? Pas un lien de causalité, hein. C'est pas comment expliquer que quand on a un trouble du sommeil, on a des troubles de la mémoire. C'est juste, est-ce que quand il y a trouble de sommeil, il y a trouble de la mémoire? Et en fait, s'il n'y avait pas de rapport, la valeur serait à 1 sur cette barre bleue que vous voyez, et en fait, hop, la barre est à 1,68. Ça veut dire que vous avez quasiment 2 fois plus de risques de faire une maladie de la mémoire ou des troubles de la mémoire si vous avez des troubles du sommeil. On est complètement passé à côté de l'importance du sommeil. C'est quoi bien dormir, hein? C'est se lever et se coucher tous les jours à la même heure. C'est moins de 19 degrés. C'est pas de thé, pas de café, pas d'alcool, notamment le soir. C'est éviter les tablettes, les écrans, ou alors faut mettre des lunettes anti-lumière bleue parce que sinon ça vous dit à votre cerveau c'est le jour et on est comme des poules. Donc si on se prend du soleil avant de dormir, ben, on n'a pas envie d'aller se coucher. Donc tout ça c'est vraiment des choses importantes. Avoir le silence, avoir le noir, avec possibilité d'allumer un petit peu si on doit aller aux toilettes pour ne pas tomber. En tout cas, l'importance du sommeil est aujourd'hui cruciale pour avancer le plus loin possible en termes de vieillissement, notamment vieillissement cognitif. Et donc, il y a un système qui a été mis en évidence il n'y a pas très longtemps. Tout ça, c'est de la recherche, hein, mais c'est évident, on l'a trouvé chez la souris, on l'a trouvé chez l'homme. C'est ce qu'on appelle le système glymphatique. Vous connaissez le système lymphatique quand on fait des drainages aux membres inférieurs ou aux membres supérieurs. Et ben, dans le cerveau, il y a une structure, des cellules de structure qu'on appelle les cellules gliales. Et il y a une contraction entre glial et lymphatique qui est devenue le système glymphatique. C'est une machine à laver qui épure votre cerveau toutes les 20 secondes quand vous êtes en sommeil profond. D'accord ? Donc il faut aller en sommeil profond, il faut avoir des phases significatives de sommeil profond. Et tout ce que je viens de vous dire pour bien dormir, ça permet d'avoir un maximum de durée de phase profonde. Et ce système glymphatique, machine à laver d'épuration qui se met en route toutes les 20 secondes la nuit, elle épure quoi ? Elle épure comme par hasard certaines des molécules qui s'accumulent dans le cerveau au cours de la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Donc en phase d'éveil, vous accumulez ces molécules. Moi, je me concentre fortement là actuellement pour essayer d'être clair. Vous, j'espère que vous m'écoutez un petit peu. Et donc, on fait marcher notre cerveau. On produit des molécules. Et quand on va passer en sommeil profond, pendant la sieste, normalement, il n'y a pas beaucoup de sommeil profond. Mais quand on va passer en sommeil profond ce soir, on va épurer. Et donc, si on n'a pas de sommeil profond ou si on a un très mauvais sommeil profond, on n'épure pas ou on épure moins bien. Et j'ai pas dit que la maladie d'Alzheimer était une maladie du sommeil, mais on voit l'importance de ce sommeil. On connaît maintenant aussi toutes les maladies psychiatriques, hein, dépression, bipolarité, schizophrénie, l'importance de réguler son sommeil. Alors, vieillir n'a pas d'âge, ça c'est un autre message, hein. On peut être vieux jeune et on peut rester jeune très vieux. Et on peut porter plainte à ses arrière-grands-parents quand on rentre en EHPAD. Donc, là, c'est quand papa rencontre maman. D'accord ? C'est la fécondation. Et je vous parlais tout à l'heure des cartes de papier à musique. On se prend 50% de gènes de papa et 50% de gènes de maman. On peut aller vers une santé bonne ou on peut aller vers la maladie. Ici, on aura un vieillissement moyen, ni réussi, ni pas réussi. Alors, quand on est adulte jeune, on commence à prendre conscience et on peut décider de faire n'importe quoi. D'accord ? On peut cloper, fumer des pétards, on peut s'isoler, et puis on ira vers un vieillissement qui n'est pas forcément réussi. Mais si en plus nos parents ont fait n'importe quoi, à ce moment-là, c'est cumulatif et on peut aller vers un vieillissement pas réussi du tout. On fait n'importe quoi, c'est papa qui se dispute avec maman, c'est maman qui fume et qui boit, c'est papa qui fume, il y a du tabagisme passif, il y a un stress ambiant, la maman est sédentaire. La maman se maquille. Alors, ne culpabilisez pas, mesdames, mais aujourd'hui, on sait que se maquiller pendant la grossesse, il ne faut pas le faire parce que le maquillage, certaines molécules passent en transdermique, vont dans le sang de la maman, vont dans le sang du fœtus et ont un effet potentiellement perturbateur endocrinien.
D'accord. Donc tout ça aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait et que on peut porter plainte contre ses parents. Après, on peut aussi décider à 20 ans de faire une activité physique, les 5 fruits, 5 légumes, et puis tout ce que on entend, qu'on connaît et qu'on ne fait pas forcément. Et si en plus nos parents ont été parfaits, à ce moment-là, on a toutes les chances d'aller sur un vieillissement réussi. Mais il n'est jamais trop tard. On aurait pu remettre une flèche ici. Alors là, c'est le professeur Laurence Tom qui m'a gentiment donné cette diapositive. Il est pédiatre et il porte ce qu'on appelle la Fédération hospitalo-universitaire des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité. 270 jours de grossesse, 2 premières années de vie, où il y a énormément de choses qui sont en train de se programmer sur le vieillissement de petits enfants, enfants, adolescents, adultes jeunes, adultes avançant en âge. Vous voyez que depuis la fécondation, il y a déjà, on ne va pas dire une programmation de la date d'entrée en EHPAD, mais aujourd'hui, c'est quand même, ça secoue un peu en ce qui concerne l'âge de son vieillissement. Ce qui a été démontré récemment et ce qu'on savait chez la souris, c'est que quand il y a une génération qui fume, si la génération d'après ne fume pas, on retrouve des traces du tabagisme chez les petits-enfants. Donc si un petit enfant est là, vous voyez que quand vous rentrez en EHPAD, vous pouvez porter plainte à vos grands-parents. Mais en général, ils ne sont plus là. Alors, la gériatrie, c'est en général plus de 75 ans polypathologique. L'approche de la santé, dans quasiment toutes les approches médicales ou des professionnels de santé, c'est on additionne les maladies chroniques. D'accord. Il y a ça, il y a du diabète, il y a de l'hypertension, il y a un AVC, tac. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est une vraie médecine, mais c'est une vraie médecine qui est centrée sur la maladie d'organes. Cette approche ne prédit pas en général de l'entrée dans la dépendance. Et je vous rappelle que l'entrée dans la dépendance n'est pas une fatalité. Et donc il y a cet état qui a été décrit en 2001 par Madame Fried. Et donc vous voyez, j'ai 2023, j'ai 55 ans, je fais mon choix de vie. Bon, les parents et grands-parents ont déjà été un peu influenceurs, mais vous pouvez aller ou tout mettre vos chances de votre côté pour rester robuste. Le vieillissement, on ne dit pas le vieillissement pas réussi parce que c'est pas joli. C'est celui où vous êtes dépendant. Quand vous rentrez en EHPAD, en général, vous n'en sortez pas. Et quand vous rentrez dépendant chez vous plus de 3 mois, en général, cette dépendance, elle reste là. Et il y a un état qui est entre deux, qui s'appelle l'état de préfragilité ou de fragilité. Préfragilité, c'est un peu au-dessus de la fragilité. C'est un état, cette préfragilité, si elle est repérée, elle est potentiellement réversible pour remonter vers la robustesse. Problème aujourd'hui, tout le monde parle de la fragilité. C'est les fragiles qui vont mourir de la Covid, c'est les fragiles qu'il faut vacciner en premier. Ok, c'est quoi un fragile? Donc, 1, comment la dépister et la repérer? Et 2, une fois repérée, comment faire pour remonter à la robustesse? C'est un peu Notre-Dame de Paris. La fragilité et la préfragilité, ça ne se voit pas, ça fait pas mal. Et vous allez voir les chiffres, on est plusieurs dans la salle à être préfragile, voire fragile, vu l'épidémiologie et la prévalence de cet état du vieillissement. Je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle, mais j'ai la solution derrière. Donc, c'est Notre-Dame de Paris. Avant qu'il y ait cette catastrophe, on rentre dans Notre-Dame de Paris majestueusement robuste. On tourne autour de Notre-Dame de Paris majestueusement robuste. Et ben non, elle était fragile puisque ces poutres, elles étaient prêtes à s'enflammer avec une petite étincelle. Et puis, elle va renaître de ses cendres. Mais alors, je ne vais pas dire personne n'avait vu le coup arriver, peut-être qu'il le savait qu'il fallait remplacer les poutres, mais comment le faire avant que ça brûle et avec quel financement? En tout cas, voilà, c'était vraiment ça l'impression de cette robustesse. La fragilité ne fait pas mal, ne se voit pas et on manque cruellement d'outils pour diagnostiquer. Jamais votre médecin vous a fait une ordonnance pour une prise de sang de fragilité ou une imagerie, à savoir écho, scanner, IRM pour la fragilité. Ça n'existe pas, mais vous voyez que l'enjeu, il est majeur. Parce que, au pire, vous restez préfragile et fragile, et puis vous ne rentrez pas dans la dépendance, ou au mieux, on vous remonte. Ça, c'est la fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est votre degré d'autonomie. Si vous êtes robuste et que vous faites la Covid, vous allez peut-être manger dans votre lit ou pas manger. Vous allez être peut-être un tout petit peu dépendant de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents, mais à peine. Et puis, ça ne va pas durer longtemps et vous allez revenir à un état antérieur. Si vous êtes fragile, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez devenir brutalement, fortement dépendant. Et puis, ça va mettre du temps à remonter et vous n'allez pas remonter à l'état antérieur.
La fragilité, c'est une altération des capacités à pouvoir répondre à une agression extérieure. Donc ça, c'est les chiffres. Donc les fragiles au domicile, c'est à peu près 10% de la population. Donc là, on va dire qu'on n'est que préfragile dans la salle, mais vous voyez que je pense qu'il y a une majorité de personnes au-dessus de 45 ans dans la salle. Donc c'est, on va dire, entre 30 et 40%. Si on est une centaine, on est à peu près 35 à être au moins préfragile dans la salle. Vous ne le savez pas, d'accord, mais c'est un enjeu pour prendre en soin tout de suite cette préfragilité, pour essayer de rester préfragile ou au mieux remonter vers la robustesse pour ne pas descendre dans la dépendance. Et puis c'est plus les femmes que les hommes, et puis ça augmente en fonction de l'âge. Alors ça, c'est la manière de voir la prévention classique, celle qu'on apprend à l'école quand on est soignant. La prévention primaire, faut pas fumer, faut pas d'alcool, faut pas être sédentaire, et ainsi de suite. Le dépistage, c'est le dépistage, la plupart du temps, des maladies d'organes. Mammographie entre 50 et 70 ans, maladie d'un organe, enfin d'un tissu, c'est le cancer du sein. Recherche de sang dans les selles, 50 à 70 ans, c'est recherche d'une maladie, cancer d'un organe, le côlon. D'accord ? Donc ça, c'est très classique. Je ne vais pas dire que c'est de la médecine d'avant, c'est une autre médecine qui n'est pas sur la prévention de la dépendance. Et la prévention tertiaire, en fait, celle d'aujourd'hui, c'est éviter les complications des maladies. C'est-à-dire que quand je mets un traitement, je fais attention à ce qu'il ne fasse pas pire que mieux. Mais jamais, quand on met un traitement, on se dit, est-ce que ce traitement va emmener dans la dépendance ? On est sur une prévention tertiaire quasiment immédiate. Si je mets ce traitement, est-ce que ça va ne pas aller dans les jours ou semaines à suivre ? Et donc, nous, ce qu'on propose en termes de prévention d'entrée dans la dépendance, c'est de réfléchir dans l'autre sens. C'est que toutes les approches, tout au long de l'âge de nos patients, on est sur la prévention d'entrer dans la dépendance physique et ou cognitive. Et en termes de prévention secondaire, ce qu'on appelle le dépistage, on ne va pas forcément sur du dépistage de maladies d'organes, mais du dépistage de dysfonctions, de fonctions qui pourraient vous emmener dans la dépendance à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans et à 30 ans. Et puis on est sur les comportements. Hein. Rappelez-vous la première diapo où il y avait les facteurs de risque comportementaux ou environnementaux. Et donc là, c'est plutôt étudier les comportements que les actes. Hein. On va dire ici le tabac, ah, faut pas fumer parce que tu vas avoir le cancer du poumon que je vais diagnostiquer. Et puis il faudra pas que ta chimiothérapie ait des effets secondaires. Ici, c'est plutôt, pense que quand tu fumes une cigarette, tu ravances d'un jour ton entrée en EHPAD. C'est une vision un peu différente du tabagisme. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est dans les Hauts-de-France, donc de créer ce programme qui n'est pas sur du dépistage spécifiquement de maladies d'organes, mais du dépistage de dysfonctions qui peuvent arriver tôt dans la vie. Donc, c'est un programme français. Tempo, c'est chacun à son rythme, et forme. On a voulu une approche positive, c'est pas tempo prévention, c'est pas tempo santé, c'est pas tempo cancer, c'est pas tempo Alzheimer, c'est pas tempo dépendance, c'est quelque chose qui est, on va dire, pas intrusif et plutôt ludique comme approche. Alors, c'est 4 piliers, donc on est 4 dans le consortium, le CHU de Lille, le CHU d'Amiens, Kelindi qui a développé l'application, et puis l'Institut des rencontres de la forme qui a fait la communication autour de Tempoform. 4 piliers, c'est en 1, ça ce sont nos financeurs que nous remercions, hein, vous les avez ici, la région des Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, l'ARS Hauts-de-France, le département du Nord, la CARSAT et le CHU de Lille, et puis on est accompagné par l'assurance maladie. Tempoform, c'est 4 piliers. On a presque tout pensé, je pense. C'est 1, une application, dont je reviendrai dessus tout à l'heure. 2, un site web. Si vous ne voulez pas faire le test, l'auto-évaluation de votre état de vieillissement sur un smartphone, vous le faites sur le site web. On a proposé des formations pour les professionnels de santé ou pour les professionnels du champ social, parce qu'on sait que sa fragilité, c'est compliqué pour nous, c'est un nouveau concept. Hein, comme je disais, on ne fait pas de prise de sang pour savoir si on est fragile, on ne fait pas d'échographie ni d'IRM pour savoir si on est fragile, on ne sait pas bien l'aborder, on ne sait pas bien la réverser. Donc les spécialistes de la fragilité, c'est nous, mais en gériatrie, on ne voit pas les patients fragiles, parce que nous, on voit les patients plus que fragiles en gériatrie, c'est pour ça que je m'appelle médecin du vieillissement. Et donc, on a proposé cette formation pour acculturer les soins premiers, les soins en ville,
pour qu'ils sachent prendre en soin cette fragilité, parce que vous avez vu le tsunami de personnes âgées qui arrivent, on n'arrivera pas à tout gérer. Et puis c'est ce fameux espace Tempoform où on fait des bilans de santé, ce qu'on appelle les bilans bien vieillir. Donc c'est sur le campus hospitalo-universitaire, mais on n'a pas voulu être dans un hôpital, c'est-à-dire que ça ne sent pas la maladie quand vous arrivez ici. C'est un pavillon, c'était un logement de fonction qui a été rénové pour Tempoform, et on accueille là pour trois offres, trois recours. Un, de la téléexpertise pour les professionnels de santé quand ils ne savent pas comment faire avec leurs patients. Deux, des téléconsultations pour toute la population des Hauts-de-France, parce que le premier espace Tempoform est à Lille. On devrait en avoir un dans chaque département de la région. Ce soir, je vais à Saint-Quentin pour justement porter la bonne parole Tempoform. On aimerait bien qu'il y ait un essaimage là-bas. Et puis, en plus des téléconsultations, donc on fait les bilans bien vieillir en 3 heures. On vous fait un 360 en une unité de lieu, juste à Tempoform, et une unité de temps en 3 heures. Vous sortez avec un bilan, un plan personnalisé de prévention où on dit on a repéré ça, ça et ça comme fragilité, et il vous faut mettre des actions en œuvre pour essayer de les réverser. Donc si vous faites l'application, et ça je vous le conseille, parce que si vous êtes venu écouter la conférence, c'est pour mettre toutes les chances de votre côté pour bien vieillir. Donc soit vous téléchargez sur votre téléphone, soit vous allez sur le site tempoform.fr, et puis l'application, en sortie d'application, elle va vous dire feu vert, feu orange, feu rouge. Si vous êtes feu vert, ça veut dire que vous êtes robuste. On va vous dire d'aller sur tempoform.fr pour vous acculturer à tout ce qu'il faut faire pour rester robuste et refaire le test dans 6 mois. Si vous êtes feu orange, vous êtes préfragile. Feu rouge, vous êtes fragile. Et là, on vous propose 3 choses. La première, c'est de télécharger un PDF, un document qui va reprendre en haut du document tout ce qui s'est allumé et qui vous a classé préfragile et fragile. Et on vous propose de le montrer à votre médecin traitant, qui risque d'être très embêté parce que les médecins traitants ne connaissent pas bien encore la fragilité et comment la réverser. Et donc, on a un plan B, si le médecin traitant est embêté, c'est qu'on a l'espace Tempoform, et donc vous pouvez cliquer sur un autre lien qui va vous emmener sur Doctolib, où là, vous avez des plages horaires pour la téléconsultation et ou le bilan bien vieillir qui se fait sur le campus hospitalo-universitaire. Et puis, vous pouvez cliquer pour aller sur tempoform.fr. Ça, c'est le niveau de satisfaction l'enquête de satisfaction de l'application. Donc, les robustes ne répondent pas, les fragiles répondent un peu, c'est surtout les préfragiles qui répondent. Donc, je pense que l'application, en fait, elle sensibilise beaucoup les préfragiles. Avec, vous voyez, on ne parle pas vraiment de santé, mais c'est permet, bien, bon, état, simple, intéressant. Et là, on voit que ça a l'air d'être un peu plus allez, faut que j'y aille, faut que je fasse. Alors, comment est structuré l'espace Tempoform? Donc, il y a différentes pièces où on va évaluer certaines fragilités les unes après les autres. Et quand le sujet a fini son bilan au bout de 3 heures, on fait une première restitution de ce qu'on pense être prioritaire, mais surtout toutes les semaines, le mardi après-midi, on fait ce qu'on appelle la réunion de concertation bien vieillir. On reprend l'ensemble des dossiers des patients qui sont passés la semaine d'avant et on reprend tout ce que je vais vous montrer. Et là, on décide avec un médecin généraliste, un médecin spécialiste du vieillissement, l'infirmière qui a fait le bilan et notre assistante médico-administrative. On décide de cette fragilité-là, on n'en parle pas parce que pour nous, elle n'est pas significative. En revanche, celle-là, on la met en 1, celle-là, on la met en 2. Et puis, on propose 3 actions à mener. C'est d'abord ça, c'est d'abord ça, c'est d'abord ça. Et c'est là où on recommande en fait un plan personnalisé de prévention au patient et à son médecin traitant. Et nous, on ne revoit plus le patient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est une aide au repérage du vieillissement. Le vieillissement va-t-il sur une bonne voie ou va-t-il sur une voie un peu plus compliquée? Et le but, bien entendu, vous avez compris, c'est d'éviter l'entrée dans la dépendance. Donc là, je vais aller assez vite. C'est toutes les fragilités qu'on peut dépister. Donc la fragilité physique, il y a un test, assis, vous vous levez, vous faites 3 mètres, vous revenez. Si vous mettez plus de 20 secondes, ça veut dire que vous êtes à risque de chute. Point barre. D'accord. Il y a un autre test, c'est celui-là. Si vous savez rester plus de 5 secondes sur une jambe, vous n'êtes a priori pas à risque de chute. Si au bout de 2 secondes vous faites ça, vous êtes à risque de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de muscles, ça veut dire que vous avez pris trop de somnifères la veille, ça veut dire que vous n'avez pas assez de tension parce que vous avez un antihypertenseur trop fort. Voilà, nous on est là, ça s'est allumé, il faut aller trouver la cause.
nous, on ne va pas chercher la cause. On n'est pas des spécialistes de quoi que ce soit. Nous, on est plutôt généralistes du vieillissement. Donc, on ne sait rien sur tout. Le spécialiste d'organes, il sait tout sur rien. Donc, nous, on regarde ce qui s'allume. On fait le grip test, donc ça c'est serrer avec votre main un manomètre, ça vous donne le reflet de votre force musculaire qui est le reflet de votre masse musculaire. Et puis je vous parlais de la densitométrie osseuse pour rechercher os normal, os fragile ou os malade, ostéoporose. Donc il y a un nouvel examen qui est sorti, c'est en ultrason, c'est comme ça prend 20 secondes. Alors ça sur-repère des ostéopénies ou ostéoporoses, mais comme on est dans le cadre du dépistage, c'est exactement comme la mammographie et les microcalcifications ou la recherche de sang dans les selles. On préfère en trouver plus et ne pas trouver de cancer derrière que passer à côté d'un éventuel cancer. Donc là, c'est pareil, on trouve plus d'ostéopénie et d'ostéoporose que la réalité, mais on ne passe à côté d'aucune. Donc voilà, là on dépiste la fragilité physique. On va sur la cognition. Donc il y a un test qui s'appelle Montréal Cognitive Assessment. Donc le patient doit refaire le cube ici à côté. Il y a 1A, 2, puis après il doit faire 2B, 3C. Puis voilà, il y a un certain nombre de tests. Et si le patient est en dessous de 26, ça ne veut pas dire maladie d'Alzheimer, ça veut dire qu'il faut aller faire un bilan mémoire parce qu'il y a peut-être trop de somnifères, parce qu'il y a peut-être une maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a peut-être des troubles du sommeil qui font que le patient n'arrive pas à faire son test. On recherche également les troubles du sommeil pour la suspicion du syndrome d'apnée du sommeil, vous savez qu'il y en a énormément. Et puis on recherche l'anxiété et la dépression par une échelle, parce qu'on sait qu'être anxieux et dépressif accélère le vieillissement cérébral, et donc il faut peut-être parfois aller sur une prise en soins spécialisée. Le neurosensoriel, donc je vous disais que mal voir et mal entendre, mais c'est surtout mal voir, accélère le vieillissement du cerveau et le risque de maladies neurodégénératives. Donc on fait un fond d'œil, donc lui il part en interprétation chez l'ophtalmo, parce que ça c'est spécialisé, c'est pas une grille, un score, une échelle ou une machine qui donne un chiffre. Donc ça part en interprétation. Peut-être qu'un jour ce sera l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on a notre confrère qui nous interprète ces rétinographes de manière extrêmement précise. Donc là, on recherche quoi? La fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est sournoise, parce qu'en général, on la dépiste tard, quand elle est déjà évoluée. Nous, on voit tout de suite les petites, ce qu'on appelle les drusen, et à ce moment-là, on dit aux patients, allez voir votre ophtalmo. Il y a des patients qu'on a dépistés déjà très avancés dans la DMLA, et donc, s'ils avaient traîné, peut-être que la vue se serait empirée très rapidement et qu'on n'aurait pas pu, après, tenter de stabiliser, voire réverser. On fait également la pression oculaire pour le glaucome, la transparence de l'œil pour la cataracte, et puis on fait de l'audition dans le bruit. Tout à l'heure, on me parlait, je commençais à tendre l'oreille. Manon, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout le monde parlait. Et la presbyacousie, en fait, c'est le fait de ne plus entendre, enfin, d'entendre moins quand il y a un bruit ambiant. Ça survient entre 45 et 48 ans et on sait que ça accélère le vieillissement cérébral. Donc ça, c'est un test que l'on fait dans le bruit. Donc les enceintes, il y a 4 enceintes qui font un brouhaha, comme il y avait tout à l'heure et comme il y aura peut-être tout après. Et il y a la 5e enceinte qui est au milieu, qui donne une phrase. Je fais une conférence sur le bien vieillir, et puis le brouhaha monte, et puis le patient il doit essayer de répéter la phrase, et puis il y a un moment il n'y arrive plus. Et s'il perd plus de 3 décibels sur 3 cycles de 9 phrases, ça veut dire qu'il est très certainement presbyacousique, et ça veut dire que son appareillage peut être pris en charge financière par l'assurance maladie. Donc là c'est pareil, on n'est pas ORL, donc on renvoie au médecin traitant qui renvoie à son ORL correspondant pour confirmer que c'est bien une presbyacousie et pas autre chose. Après, on va sur la fragilité respiratoire. Donc ça, c'est assez simple. Le patient, il doit souffler, souffler, souffler. Et on peut dépister des insuffisances respiratoires chroniques. Là, on est sur du cardio-métabolique et nutritionnel. Et vous voyez, on fait un certain nombre de choses assez classiques. L'électrocardiogramme, ça, c'est de la bioimpédancemétrie. Vous avez un petit courant électrique. Vous mettez vos pieds nus et vos mains ici. Vous avez un courant électrique extrêmement minime que vous ne sentez pas, bien sûr, qui va vous donner votre répartition masse grasse, masse maigre, votre poids de graisse viscérale, qui est le reflet du risque métabolique, et puis qui va vous donner également votre masse musculaire sur tous les segments des membres supérieurs et membres inférieurs. Et ça, c'est un lecteur de transformation de certaines protéines de la peau qui peuvent s'accélérer si vous êtes diabétique ou si vous êtes en dysmétabolisme, et ça vous indique le risque cardiovasculaire.
Et donc tout ça, ça peut faire peur, hein, je l'entends très bien, mais il ne faut pas faire l'autruche parce que l'intérêt de l'ensemble de ces explorations, c'est que ça peut dépister sur des prises en charge, c'est un peu le but, hein, ou des prises en soins, mais c'est surtout éviter l'entrée dans la dépendance et on s'y prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. Donc ça, c'est la lettre qu'on renvoie au médecin. Il me reste encore du temps ? Pas beaucoup. Je vais accélérer, mais je crois que c'est presque fini. Donc ça, c'est le rapport que l'on remet au patient et à son médecin traitant après la réunion de concertation. Donc ça se veut percutant. Hein. C'est, vous voyez pas, mais je vais vous le lire. Synthèse des préfragilités mises en évidence, fragilité neurosensorielle, auditive et visuelle, pouvant accélérer le vieillissement cérébral et l'entrée dans la dépendance cognitive. Et puis ici, c'est fragilité musculaire pouvant accélérer l'entrée dans la dépendance physique. Donc je veux dire, on n'annonce pas quelque chose de grave, on dit attention, il existe des choses qui pourraient accélérer l'entrée dans la dépendance physique et ou cognitive. Et donc action à mener en priorité, avis ORL pour prise en soin de la presbyacousie, prise en soin précoce de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dépisté ce jour, et puis kiné pour renforcement musculaire. Alors quelques chiffres à date, hein, l'application. Seulement dans les Hauts-de-France, on est à 15 537 tests qui ont été faits. Donc, on a des résultats absolument passionnants. Les pages web qui ont été vues, 133 000. Les professionnels qui ont été formés, c'est quasiment 200 pour la santé et 130 pour le champ social. Et puis, pour les bilans, on est à peu près à 150 bilans qui ont été réalisés. Donc, on commence à avoir des résultats extrêmement intéressants. Donc, ça, c'est la proportion de feu vert, feu orange, feu rouge en fonction de l'âge, à partir de tous les Hauts-de-Français qui ont répondu. Et alors, on est très content parce qu'on tombe quasiment pile poil sur les valeurs internationales de la répartition en fonction de l'âge. Donc, ça veut dire que notre application, elle a un algorithme qui fait sens, hein, qui est adapté à l'épidémiologie en fait de robustesse, préfragilité et fragilité. Le grip test, donc quand on sert, ce sont des résultats préliminaires. 15% de notre population a un grip test négatif, donc est en insuffisance musculaire. Vous voyez ici, c'est os normal, os fragile, os malade. Donc là, on a 40% en fait de notre population qui s'est vue découvrir ou qui savait pour très peu d'entre eux découvrir une fragilité ou une maladie osseuse. Donc si c'est pris en soin, quand il y a chute, il n'y a pas fracture du col du fémur. C'est tout l'intérêt de la prévention. L'anxiété, très présente, 42% de la population. Les troubles cognitifs, on a trouvé 32% de notre population avec des troubles cognitifs. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on trouve dans la littérature. Donc ça ne veut pas dire maladie d'Alzheimer, mais ça veut dire que le patient, il entend peut-être mal et qu'il ne sait pas. Et le fait de réappareiller, pouf, les troubles de la mémoire, pouf, ça remonte en flèche. Ça veut dire que le patient, il voit mal. Le fait de opérer d'une cataracte, pouf, le patient, il remonte en mémoire. Le patient, il fait un peu n'importe quoi avec ses somnifères ou celui de sa femme ou ainsi de suite. On lui dit d'arrêter les somnifères, pouf, la mémoire, elle remonte. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez récentes. Hein. C'est une approche qui n'est pas habituelle, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est une maladie, un organe, un traitement. Là, on est vraiment sur une potentielle réversibilité par un diagnostic d'une dysfonction et non pas d'une maladie d'un organe. Bon, ça, c'est l'audiométrie dans le bruit. Donc, vous voyez, 36% de la population, de notre population, a une perte d'au moins 3 décibels. Et dans ces 38%, il y a quasiment les 2 tiers pour lesquels c'était nouveau. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un trouble auditif. Ça, je vais le passer. Donc, la différence entre vieillir bien et bien vieillir. Donc, d'abord, le vieillissement réussi, se réfère à l'individu qui vieillit en étant socialement actif et indépendant sur le plan cognitif et physique. Vieillir bien, enfin bien vieillir, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais c'est pas forcément très drôle, et puis personne n'y arrive vraiment, ou alors ce sont des gens qui sont un peu bizarres de tout faire bien. Je trouve que c'est pas vraiment à envier. Et puis vieillir bien, vous avez vu, c'est se réfère à ses propres normes, en sachant quand même la plupart des choses qu'il faut bien faire. Et si cette petite mamie, elle est allée jusqu'à 100 ans, c'est très certainement qu'elle a coché, s'il faut 10 cases, elle en a coché 9. Il y en a une qu'elle n'a pas coché, c'est « foutez-moi la paix, j'adore ma petite clope de temps en temps et je continuerai de fumer ».
Voilà, alors la route du bien vieillir, je vous disais, c'est ici l'activité physique, donc c'est ce qui est dans mon livre. Hein. J'aime bien parler de mon livre parce que les droits d'auteur vont à la Fondation Université de Lille pour la recherche sur le vieillissement. C'est pas pour mon compte en banque, donc je me permets d'en faire la publicité. Donc l'activité physique qui est au centre de plein de choses, de tout ce que je viens de vous dire. Si un jour je fais un deuxième livre, je ferai un tras du bien vieillir et je mettrai l'activité physique en locomotive. Je crois que c'est quasiment ma dernière diapo. Je ne sais pas si vous connaissez les zones bleues. Ce sont des zones où il y a beaucoup de centenaires. Et donc, en fait, tout ce que je viens de vous dire, qui a coûté énormément de temps, énormément d'argent pour la recherche, en incluant énormément de patients dans les études, en fait, ces centenaires-là, rien que par leur façon de vivre, ils ont tout fait, ils ont tout bon, et ça veut dire que ce que la science a démontré, eux, ils n'ont pas eu besoin de science pour le faire. Donc vous voyez, ils ont toujours une activité physique modérée, ils ont toujours un but dans la vie, ça c'est important quand on est à la retraite d'avoir un but, sinon on navigue à vue, c'est moins stimulant. Une activité centrée sur la famille, mais une action engagée dans la vie sociale, pas de stress. La réflexion spirituelle, ça je pense que c'est ce qu'on peut aussi comparer maintenant à la méditation en pleine conscience, hein, qui est une vraie science, parce que fortement récente, donc fortement étudiée, notamment par Harvard, et il a été clairement démontré que les personnes qui font de la méditation en pleine conscience ralentissent leur vieillissement. Ils ont une alimentation basée sur les produits de la terre et de la mer et peu transformés. Pas d'excès calorique, un petit peu d'alcool, notamment du vin, et puis ils ont la chance d'être au soleil et dans des zones non polluées. Je finirai sur cette diapositive, je crois, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2021, donc c'est pas très vieux. Vous voyez qu'en France, il y a 400 000 entrées dans la dépendance qui sont évitables. C'est pas 400 000 entrées dans la dépendance en France, c'est 400 000 entrées dans la dépendance qui sont évitables par an en France. Et on sait qu'un coût moyen de dépendance, c'est 22 000 € par an. Vous voyez, on est à 8,8 milliards en France d'économies possibles si on évitait toutes ces entrées dans la dépendance. Les Hauts-de-France, c'est 9% de la population. Bon, je n'ai pas fait le calcul en fonction de la proportion des personnes âgées, mais globalement, vous voyez que si on évitait ces entrées dans la dépendance évitables, on pourrait avoir une économie dans les Hauts-de-France de 792 millions € par an. Donc, à votre bonne réflexion. Et là, c'est ce qu'on voudrait essaimer, c'est-à-dire mettre des espaces Tempoform partout dans les 4 autres départements. Dunkerque, c'est fait. Alors, c'est le même département que le Nord, mais bon, c'est eux qui nous ont dit on y va. Il y a le Luxembourg aussi qui souhaite avoir un espace Tempoform prochainement. Et puis, voilà, je finis sur ça. N'hésitez pas. Tempoform n'est pas qu'une application, hein, parce que vous faites l'application, vous arrivez au test, il y a un résultat. Montrez-le à votre médecin traitant, venez nous voir à Tempoform, ou votre médecin traitant appelle Tempoform, mais ne vous arrêtez pas à l'application, sinon c'est un joujou qui ne sert à rien. D'accord ? Cette application, je vous disais, on ne fait pas de prise de sang pour savoir si on est fragile ou préfragile, on ne fait pas d'IRM, de scanner ou d'écho, mais maintenant il y a Tempoform qui permet de vous classer et qui permet de faire prendre conscience à la population générale, aux soignants et puis aussi aux politiques que l'entrée dans la dépendance n'est pas une fatalité. Je vous remercie.